Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Il n'y a pas de plus bel outil que l'art pour unir les gens. Ibrahim Malouf. Je cite de grands auteurs, de grands musiciens dans cette émission et je suis heureux de vous accueillir en ce dimanche sur Sud Radio pour jouer, pour rencontrer, pour écouter, pour découvrir et pour recevoir quelqu'un qu'on aime recevoir, accueillir ici, qui est quand même un habitué du Loft Music depuis les débuts du Loft. Il s'appelle Ibrahim Malouf. Salut Ibrahim, merci d'être là. Bonjour. Merci d'être là avec Merci ce morceau fondateur, cet extrait de Beyrouth, qui souligne ton arrivée dans cette émission et l'arrivée également de ce nouvel album Trumpets of Michel-Ange. Trumpets. Ibrahim Malouf, on va en parler de cet album, voilà, qui fait le lien avec les valeurs familiales, les valeurs de transmission, de formation, de pédagogie, de musique, d'humanisme et de famille aussi, je le disais, avec une part importante réservée à ton papa par l'intermédiaire de cette jolie trompette dont on va parler à 4 pistons, à quart de ton. Et également avec toi dans cette émission, Ibrahim Malouf, le groupe Masbik. Salut les garçons, Scotty et Quentin sont là pour parler de cette aventure et de ce premier album du groupe Masbik de Perpignan. Ouais, c'est ça, voilà, un groupe de jeunes gens dingues de funk, de pop, de quoi en fait. De funk, dance, pop. Ouais. Un peu de tout, ouais. Un peu de tout. C'est ça, qui fait que quand on lit, quand on entend, quand on vient voir vos concerts, on est censé vivre une expérience unique, totalement même surréaliste. En quoi elle est surréaliste cette expérience? Ah bah écoute, c'est y a des pétards, ça explose, les gens ils dansent, ils s'amusent. Ouais. La musique, on a essayé de la faire avec le cœur, quoi. On essaye de transmettre ça et voilà, que les gens se régalent. Et ils vivent vraiment le moment présent. Ouais. Ils sont vraiment avec nous pendant 1h30. Mais dans une esthétique résolument justement funk, pop, R&B, c'est quoi? Qu'est-ce qui guide en fait musicalement votre ligne éditoriale, j'allais dire? C'est vraiment pop, dance, et ça reste la ligne éditoriale. Ensuite, on vient tous des milieux différents, donc le jazz, le metal, le rock. On a essayé de mélanger un peu tout ça et rester le maximum éclectique, mais garder quand même notre direction artistique. Donc c'est de la pop dance, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le message, c'est faire danser, c'est voilà, soyez heureux. Ouais, c'est partager le moment avec nous, soyez heureux, et le reste, on s'en fiche. Ibrahim, on est toujours dans une finalement démarche de message que l'on délivre quand on est musicien. On y pense à un moment donné, on le sait depuis le début, ou alors on le trouve en cours de route, ce message finalement. Moi, je pense que ça dépend des artistes. On ne fonctionne pas tous pareil. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, je pense que tout est intrinsèquement lié. Ouais. La raison pour laquelle je fais de la musique, c'est aussi l'envie de travailler dans l'architecture sonore du monde dans lequel on vit. Oui. Participer à cette énergie vitale et indispensable, cet oxygène sonore qui nous permet de se régénérer et d'accepter d'être dans la résilience complètement et constamment et d'être capable d'encaisser les chocs de la vie. Et je pense que c'est un peu ça le rythme qui met le pas direct. Ouais. Tu es projeté toi dans la musique très rapidement parce que papa, maman, musicien. J'ai grandi dans une famille musicienne. Voilà. Donc ça veut dire que finalement tu cherches un peu le sens après, parce que cette musique elle est évidente chez toi, elle est là, elle est tous les jours. Donc ça veut dire qu'on cherche le sens après de pourquoi on fait de la musique. Du pourquoi on fait de la musique, non. Le pourquoi on fait de la musique, il est là. Mais par contre, la première impulsion, elle est toujours créative et pas cérébrale, pour moi en tout cas. Ouais. Elle est plus dans je crée un truc, après je comprends pourquoi je l'ai fait. Ouais. Et souvent, il y a une raison qui est très évidente. Mais voilà, c'est de la création avant tout. Si on commence à trop réfléchir, il y a un côté un peu mystérieux, un peu presque mystique là-dedans, en fait. Ça veut dire qu'on est guidé par quelque chose pour que cette création, elle s'explique comment? Elle n'est pas intellectuelle, en fait, du tout. Mais elle est instinctive. Elle est instinctive. Elle est instinctive. Et moi, je vois, j'ai 3 enfants. Les 3... ma grande, là, qui a 15 ans, même quand elle avait 3 mois, elle inventait des trucs. Même les 2, ils ont 3 ans et demi et 1 an et demi.
pareil, ils inventent des trucs alors qu'après on leur a jamais donné de cours. Ouais. Donc ça veut dire que l'enfant au départ, il est créatif. Ouais. Malheureusement, c'est l'école qui le bride, c'est les parents qui lui interdisent de faire du bruit parce que c'est l'heure de dormir ou parce qu'il faut manger, c'est la société qui l'empêche d'être créatif. Ouais. Mais au départ, on est tous dans cette créativité-là. On est tous on a tous comme une sorte de don pour générer quelque chose. On est tous comme ça. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a ceux qui ont la chance d'avoir des gens à l'écoute de ça et qui encouragent, parce que l'enfant ou même l'adulte d'ailleurs génère cette créativité. Et puis il y a ceux qui disent non, attention, on fait pas n'importe quoi, faut réfléchir avant de parler, faut réfléchir avant de faire, faut réfléchir avant de créer, etc. Et à partir du moment où tu commences à réfléchir, tu fais plus rien la plupart du temps. C'est pas faux. C'est vrai, quand on intellectualise, au bout d'un moment, les garçons, vous confirmez ça. Quand ça on va trop chercher de justification ou de processus, etc. Voilà, on ne crée plus de la même façon. C'est un peu ça. C'est-à-dire que pour le processus créatif, je suis assez d'accord. C'est au niveau de toutes les connaissances qu'on a pu emmagasiner ou quoi, à n'importe quelle échelle. Je suis assez d'accord. Au bout d'un moment, peut-être ça peut brider et ouvrir un peu ça à juste ressentir et à créer par rapport à ça. Oui, c'est. Oui. Le groupe s'appelle Mass Beat, on va en reparler avec vous. Et ça donne donc du côté de Ibrahim Malouf cette belle carrière, ce parcours fait de 2 nominations Grammy, victoire de la musique, des musiques de film, le César, la musique de film également. Mais des extraits, mais on va y arriver, de Thomas, parce que là d'un seul coup on a l'impression que l'album il est tout calme comme ça. Pas du tout, il est super festif. Ça c'est la petite rétrospective d'un petit bout de ton parcours, Beyrouth en lisant en 2010 et puis également en 2013 ceci. Première victoire de la musique à ce moment-là pour le meilleur album de musique du monde, c'est ça. C'est en 2013, ça s'appelle Illusion. Il y a aussi cet hommage à Kalsoum qui arrive en 2015. De la musique arabe classique dans ton répertoire, dans tes influences, et aussi finalement ce qu'on retrouve aussi dans cette musique de ton album Michel-Ange, la musique africaine, cette musique égyptienne, elle est très importante dans la musique africaine en fait. Elle est une des musiques les plus connues finalement dans le monde. Oui, c'est une musique qui a fait ses preuves. Ouais. Et dans la culture arabe, la musique égyptienne, c'est vraiment la musique la plus... celle qui a pris le plus de place et d'ampleur dans toute l'ensemble de la culture arabe. Ouais. Et donc c'est l'Afrique. C'est ça, et c'est l'Afrique à laquelle tu rends hommage dans cet album dont on va parler. Il y a également en 2015 Red and Black Light. En 2022, nous avons ceci. Avec Angélique Kidjo, on parle d'Afrique, qui est un moment déterminant dans ta carrière, cette rencontre avec Angélique Kidjo. Ah ouais, parce que moi d'abord j'adore Angélique, j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait, et pareil, cette créativité un peu illimitée comme ça. Et puis voilà, le travail avec elle, ça a été une expérience géniale, quoi. Et puis ça nous a amené jusqu'à une nomination Grammy, c'est quand même complètement fou. Bien sûr. Donc c'était une belle aventure. Ouais. Et il y a en 2022, le dernier en date, Capacity to Love, avant le dernier. Le son d'Ibrahim Malouf que l'on retrouve dans ce dernier album dans Trumpet of Michel-Ange dont on va parler, qui a plusieurs axes dans la façon de l'aborder. On parlait de papa qui a inventé cette trompette à 4 pistons, les quarts de ton, la musique orientale, qui disait quand il jouait « Tu verras un jour mon fils, cette trompette, tout le monde la jouera dans le monde entier ». Et tu t'es aperçu qu'à un moment donné, ce serait peut-être pas le cas, donc tu t'es dit « Il faut que j'aide papa à réaliser son rêve ». Ouais, c'est ça. Il a 85 ans maintenant, il habite le plus souvent au Liban. Ouais. Et c'est vrai, je me dis, c'est peut-être le moment. C'est quand même mon 19e album. C'est un truc de fou quand même. Oui, 19 albums. J'allais le dire, mais c'est vrai. Et je me disais, bon, peut-être qu'il est temps maintenant que je passe le relais aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'apprenne à d'autres musiciens à jouer cette trompette. Ouais. Parce qu'en effet, je constate amèrement que le rêve de mon père, qui était que tous les trompettistes en jouent, il est jamais arrivé. Je me suis retrouvé comme un con, un peu le seul à finalement vraiment en jouer.
Comme un con, et puis en même temps, ça t'a donné ta marque de fabrique, ton son finalement. Il vient quand même beaucoup de ça aussi. Il vient de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une manière de jouer que mon père. Non, mais c'est mon père aussi qui m'a donné. Il y a une manière de jouer que mon père a inventé au-delà de la trompette en elle-même, qui est très très différente de tout ce qui s'était fait avant. Ouais. Tout ce qui avait été fait avant. Et c'est aussi de ça que j'ai hérité. J'en ai fait un peu à ma façon, mais il a inventé une manière de jouer l'instrument. Et comment justement? Parce qu'il est élève de Maurice André, qui est un truc quand même fabuleux. Cet homme Maurice André a fait beaucoup aussi pour la trompette. Il l'a enlevé de certains carcans. Qu'est-ce qu'il a amené ton papa de plus alors, de différent? Mais mon père, pour moi, c'est un vrai génie. Tu vois la phrase qui dit il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Moi, j'adore cette phrase et ça lui correspond vraiment. C'est-à-dire mon père, il était paysan dans la montagne libanaise. Ouais. Il est tombé un jour amoureux d'une Allemande qui était venue étudier la flûte au conservatoire de Beyrouth. Avant la guerre, Beyrouth, c'était un endroit magnifique. Hein. Donc elle était partie à Beyrouth étudier. C'était un peu la mode. Il tombe amoureux, puis finalement elle le quitte parce qu'elle avait son futur mari qui l'attendait à Berlin. Et mon père, sur une déception amoureuse, il n'avait pas un rond, il savait même pas de jouer de trompette ou presque rien. Il parlait pas un mot de français, il était à peine allé à l'école au Liban. Finalement, dit je veux étudier avec Maurice André, je veux devenir un trompettiste classique, ce qui est complètement impossible. Ah bah oui, c'est difficile. Et 7 ans plus tard, il l'a fait. Il était étudiant au conservatoire de Paris avec Maurice André. Donc il a cette façon en fait d'avoir construit sa vie à partir de rien et d'être arrivé à un endroit où il avait vraiment envie d'aller. Ça l'a obligé à trouver des chemins qui n'étaient pas les chemins traditionnels, les chemins habituels. Et dans ce chemin-là, il a inventé une manière de jouer qui est la sienne. Ah ouais, génial. C'est très très beau cette histoire en fait, parce que philosophiquement, voilà, c'est fort, c'est puissant. Alors, il est né dans un village qui s'appelle Kfa Rakab, où ton grand-père aussi a été sur la photo. Sur la photo, on voit le grand-père d'Ibrahim qui est lui-même musicien alors du coup. Hein, dans la fanfare du village en fait. C'est une photo, la photo de la cover, c'est une photo qui date d'un siècle. Elle a 1925 elle a été faite. Et mon grand-père c'est le troisième à partir de la gauche tout en haut. Ouais, c'est ce que tu dis. Voilà. Et je trouvais que c'était beau de la mettre en avant cette fanfare parce que d'abord cette fanfare c'est un héritage du mandat français. Et donc c'est ce qu'il y avait de plus français dans nos villages arabes il y a 100 ans, 150 ans. Bien sûr. Donc cette histoire-là, elle était importante à raconter parce que c'est comme ça que mon père finalement revient en France et construit sa vie. C'est comme ça que moi je nais en France. Et donc cette histoire-là de cette fanfare, elle est importante parce qu'elle nous lie aussi à la France, à l'histoire de la France. Et puis, c'est aussi parce que mon père écoutait cette fanfare mal jouée, parce qu'il ne pouvait pas jouer les musiques arabes aussi avec leurs instruments, qui s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour que nos enfants et nos familles puissent vraiment jouer correctement de la trompette. Et c'est comme ça qu'il est venu en France. Il y a beaucoup de symboles magnifiques, vous l'avez compris, dans ce nouvel album, Trumpet of Michel-Ange d'Ibrahim Malouf. On en reparle avec lui cet après-midi, également avec le groupe Mass Beats, qui sont là pour leur premier album à venir en 2025. Et les 2 singles qu'il annonce. Tout de suite, ne bougez pas, on revient. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Le nouvel album d'Ibrahim Malouf s'appelle Trumpet of Michel-Ange. On en parlait avec cette belle histoire sous-jacente de papa, du grand-père aussi, de la famille, voilà, de la transmission, puis de cette histoire aussi qui relie ces titres de ces 2 amoureux, voilà, de ces 2 jeunes gens qui finalement tombent amoureux, se déclarent leur flamme, et puis finalement on voit l'évolution de la vie des 2 dans cette transmission naturelle que propose la vie, jusqu'aux adieux provoqués par les enfants. Voilà, quand on revoir les enfants qui arrivent, le cycle de la vie en fait. Tu es très sensible toi, Ibrahim, à ce cycle de la vie, à la transmission. La transmission, ouais. Regarde, c'est beau. Sur cet album, j'avais vraiment envie d'immortaliser cette transmission entre les différentes générations de notre famille et entre les gars de la famille aussi, parce que malgré tout, je sais que c'est pas à la mode, mais je trouve ça beau aussi de valoriser cette transmission entre les grands-pères, les pères, les fils, etc. Moi, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ouais. Et c'est fou parce que je leur ai vraiment mis tous les instruments entre les pattes, tous. La même chose, la batterie, le piano, la guitare, la trompette, le machin. Et sur les 3, il n'y a que mon fils qui a eu envie de faire de la trompette. C'est quand même fou. Alors qu'ils avaient vraiment tous la possibilité de faire tous les autres instruments aussi. Et sur cet album, donc il y a mon grand-père et puis il y a aussi mon père et mon fils. Il y a un titre, le dernier, qui s'appelle Timeless, qui veut dire donc atemporel, qui est une sorte de bonus, où j'ai posé 2 choses qui sont très très importantes pour moi et c'est hyper symbolique, ça raconte vraiment tout. J'ai posé à la fin un enregistrement
de mon père qui est venu un jour me voir en concert. C'était la seule fois en 25 ans qu'il est venu me voir en concert. Et je l'ai vu dans la salle, je l'ai interpellé. Je lui ai dit, mais t'es venu? Il m'a dit, bah oui, il fallait bien que je t'écoute au moins une fois. Et je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux venir monter sur scène, jouer avec moi? Il m'a dit oui. Et donc il est monté sur scène, je lui ai filé une trompette et on a fait un duo. Ce duo a été enregistré, j'en ai mis un extrait à la fin de ce titre. Et j'ai enregistré également mon fils qui pour la première fois à 2 ans a pris la trompette et a soufflé dedans. Ce qui fait que dans cet album, à la toute fin, Naël absolument, il y a la dernière fois que mon père a joué dans sa vie et la toute première fois que mon fils a joué dans sa vie. Le symbole magnifique de cette transmission dont tu parles. Quel regard il porte sur ta carrière, ton papa, alors du coup? Il est fier. Il est fier. Au début, il a eu beaucoup de mal parce que je faisais pas ce qu'il attendait de moi. Qu'est-ce qu'il attendait? Quelque chose de plus classique, de plus... Oui, parce que j'étais vraiment dans la lignée de ce qu'il m'avait appris. C'est-à-dire, moi, mon père, il m'a préparé au Conservatoire de Paris. Je suis entré au Conservatoire de Paris, j'avais 17 ans. J'étais vraiment dans ce délire-là. Et puis un jour, je lui ai dit, voilà, c'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi. Je me vois pas toute ma vie jouer Vivaldi en trompette et orgue ou jouer Haydn avec un orchestre. J'adore le faire, mais c'est pas ça ma vie. Ça, c'est la tienne. Et merci de me l'avoir enseigné. Mais maintenant, moi, j'ai volé de mes propres ailes. Et donc, au début, c'était très difficile pour lui parce que pour lui, j'étais un peu son héritier, son seul héritier. Et qu'est-ce qui vous a réconcilié, entre guillemets, symboliquement? Qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté peut-être plus facilement? J'ai jamais vraiment su. La notoriété, la réussite? Non, pas la notoriété, parce qu'il s'en fout complètement. Mais je pense, parce que je vais être très sincère. Vas-y, bah oui. Mais je pense que ça fait 25 ans que je parle que de lui. Et que je le remercie. J'attendais pas ça. Et que je le remercie. Non, mais c'est vrai, je le remercie à toutes mes interviews. Systématiquement, quand on me pose des questions, je parle de mon père. Et à un moment, il a bien compris que j'avais rien contre lui. Et qu'au contraire, je le remerciais de m'avoir appris tout ce qu'il m'avait. Tu veux dire qu'à un moment donné, il y avait une forme de rivalité, pas de rivalité, mais je pense qu'il a pas compris. Il pensait vraiment que j'étais pas content de ce qu'il m'avait enseigné et que j'avais envie de faire autre chose. D'accord. Or en fait, ce qu'il m'a enseigné, c'est le socle de tout ce que je fais aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, je travaille avant de monter sur scène, je travaille mes classiques, je fais mes exercices comme quand j'avais 15-20 ans. Je m'entraîne à jouer Haydn, etc. D'ailleurs, de temps en temps, je fais des petites tournées de musique classique pour pas perdre le fil. Voilà, donc j'ai énormément d'estime pour tout ce que mon père a créé. D'ailleurs, un jour, j'ai ce rêve. Pour l'instant, il n'a toujours pas accepté. Mais j'ai ce rêve un jour de sortir un de ces deux. Il a fait 2 albums, mon père, dans sa vie. Il y en a les 2 d'ailleurs pour être sortis. Je rêverais de les sortir, mais il a toujours refusé. Jusqu'à maintenant, il a encore refusé. J'espère vraiment un jour il va accepter. Et je vais ressortir ces albums pour que les gens découvrent le génie de mon père et pourquoi moi j'ai fait tout ça. Elle est belle cette histoire en tout cas, cette histoire familiale que tu racontes comme ça. Elle est très touchante. Tout le monde se retrouve dans ça, dans cet héritage, dans cette fascination pour le père, dans ce lien père-fils. C'est très beau ça. C'est très beau. En même temps, on aime nos parents. En même temps, on est en conflit, ce qui est normal. En même temps, on a besoin de voler de nos propres ailes. Donc, il faut bien qu'on casse quelque chose. Non, tu as Quand on casse ce truc, les parents, ils sont jamais vraiment contents parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tu as raison. Et puis un jour, ils se rendent compte. C'est exactement ce que je raconte dans ce disque. C'est ce que tu racontes. Mais il y a une tendresse évidemment qui est là et quand elle est lisible, qu'elle est palpable et qu'on la comprend, elle est forcément touchante. Elle est sincère. Pour tous autant que nous sommes. Écoutons justement un extrait d'un des invités en duo avec toi, Trombone Shorty, une des stars de la Nouvelle-Orléans, trombone. On l'écoute, ça s'appelle Capitals.
Capitals, la pulse terrible de ce titre, où on retrouve justement ce Trombone Shorty, qui est tu as toujours été fasciné par les grands musiciens. Quand on est soi-même musicien, voilà, on a la curiosité toujours intacte. Par les grands artistes en général, par les grands artistes d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais là, à chaque fois, tu as des collaborations, voilà, qui sont extrêmement prestigieuses. En tout cas, Trombone Shorty, comment tu vas vers lui? Pourquoi lui? Pourquoi en général, les rencontres se font naturellement. Oui. Trombone Shorty, il est venu me voir en concert quand j'ai joué à Los Angeles il y a 2 ans et demi. Et il est venu me voir et à la fin du concert, il m'a dit il faut vraiment qu'on fasse un truc et tout. Je lui ai dit ça tombe bien, je suis en train de bosser sur un album, si t'as envie. Il m'a dit ça ressemble à quoi? J'ai dit ça ressemble pas du tout à ce que tu fais toi, mais c'est un équivalent un peu des fanfares à la Nouvelle-Orléans, mais à la française, avec une influence orientale, etc. Il m'a dit fais-moi écouter, je lui ai envoyé et il est revenu avec ça, avec ce solo de fou qu'on entend là en fond. Ouais. Donc, tu remets un peu Julien, s'il te plaît. Et ça donne Capitals, effectivement. Voilà, il a posé ce son, ce solo. Je lui ai dit c'est parfait, c'est exactement ça. J'avais envie que tu mélanges un peu ton côté Nouvelle-Orléans dans cet album. J'avais vraiment envie de... Parce que c'est vrai que la source d'inspiration première, c'est quand même la culture orientale, la culture arabe, malgré tout. C'est une fanfare arabe, il y a écrit en arabe sur leur banderole et tout. Mais j'avais vraiment envie que ça parle à tout le monde et que ça parle pas que... J'avais pas envie de faire une musique communautaire, que ça parle que aux gens qui connaissent. Mais ça, c'est ta démarche globale, je veux dire. En général, c'est ça. Mais oui, j'ai toujours aimé ça. Donc du coup, quand j'invite Sidiki et Toumani Diabaté, ou Mathieu Chédid, ou Golshifteh Farahani, ou Ndia Owens, qui est une contrebassiste de Détroit, etc. C'est des gens qui n'ont rien à voir, en fait, au départ, avec cette culture-là et avec cette musique-là. C'est ça. Et c'est ce qui me permet de vérifier, de contrôler, de bien confirmer même à moi-même que ma musique peut être greffée avec toutes sortes d'influences et pas que ce truc. Voilà, vous entendez cette ligne un peu funk. Ça va parler à Mass Beat. Voilà, ça nous empêche pas. Voilà, ça nous empêche pas d'être mélangé. Et ça n'empêche pas d'être mélangé avec l'Orient de manière très importante, très prégnante. Et j'aime bien cette idée-là, quoi. Donc c'est pour ça que dans l'album, il y a que des invités qui viennent de mondes qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. C'est ça. Et puis ça confirme que voilà, l'apport de la différence de l'autre et de la complémentarité, elle est fondamentale dans la musique. Moi, j'y crois tellement à ça, à la complémentarité des cultures, des personnalités. Et bien au-delà. On se retrouve avec Ibrahim Malouf pour ce nouvel album, Trumpet of Michelange, et le groupe Mass Beats avec Scotty et Quentin, juste après sur Sud Radio. Ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit cet après-midi Ibrahim Malouf pour son nouvel album Trumpet of Michelange et Mass Beat, ce groupe de funk, de pop, d'énergie perpignanais qui vont nous parler de leur premier album, le premier album à venir en 2025, et ce single I Don't Want To qui est sorti le 25 septembre dernier et dont on va parler tout à l'heure avec vous avec plaisir. On écoute pour l'instant des extraits de cet album dont on parle d'Ibrahim Malouf, le nouveau. Il y a par exemple le tout début de Proposal. L'union par la danse. C'est ça qui est sous-titré sur l'album. Tout commence dans la joie, dans le tribal, dans le physique, dans le corps, voilà, c'est ça. Mais parce que le corps, si tu réfléchis, il bouge pas beaucoup. Et que pour qu'il se lâche un peu, faut laisser l'instinct et l'énergie naturelle faire son travail. Et je trouve que c'était une bonne manière de résumer un peu l'état d'esprit de cet album. Alors, tu parlais des gens qui voulaient venir collaborer, qui te proposaient des collaborations. C'est le cas aussi avec cette petite, ce groupe de danseurs, de jeunes danseurs ougandais sur ce titre-là, par exemple. Love and Them, avec le groupe s'appelle les Fire Cadencers. Des jeunes enfants qui dansent, alors là, toujours évidemment dans la danse, dans ce côté tribal de l'Afrique. Et puis ces jeunes enfants, ces jeunes ados
t'ont proposé finalement de faire quelque chose aussi. Raconte-moi. C'est l'avantage, tout ce que je souhaite à ce jeune band Mass Beat qui démarre avec leur premier album. Mais c'est-à-dire que quand tu es à 19 albums, il y a un moment où le seul avantage qu'il y a à vieillir, c'est que les gens te connaissent. C'est que les gens te connaissent et ils ont envie de faire des collabs. Donc c'est vrai que j'ai reçu un message de ce groupe qui me disait déjà sur mon précédent album Capacity to Love, qui est un album de rap, parce que les gens se rendent pas compte, mais j'ai fait un album de hip-hop avec de la soul, D-Smoke, Dear Silas, des gens vraiment qui n'ont rien à voir avec tout ce monde-là. Et sur cet album-là, pareil, ils ont fait des vidéos comme ça pour danser, etc. Et puis un jour, je reçois un message en me disant, voilà, si un jour on pouvait faire une vraie grande collaboration avec toi, on serait ravis. Je leur ai dit, je suis désolé parce que là, je me lance vraiment dans autre chose qui n'a rien à voir. Ils m'ont dit, envoie-nous quand même une musique. Et j'ai envoyé ça, qui est donc le Love Anthem, qui veut dire l'hymne à l'amour. Je leur ai envoyé cet hymne à l'amour et je leur ai dit, voilà, c'est le moment dans cette grande célébration, dans ce mariage, c'est le moment du bisou. C'est le moment où les mariés s'embrassent. Et immédiatement, il m'a envoyé des vidéos où ils dansaient comme des fous avec une chorégraphie incroyable. Et je leur ai dit, mais c'est fou ce que vous dansez super bien. Et je leur ai envoyé une équipe pour tourner un clip et ça a fait le clip direct. Exactement, absolument. Dans cet album d'Ibrahim Malouf, il y a également Fly With Me. Avec Andy Owens, on en parlait tout à l'heure, contrebassiste. Andy Owens, c'est une contrebassiste que j'ai rencontrée quand j'étais invité au Steve Colbert Show à New York. Et à l'époque, c'était John Baptiste qui présentait la partie musicale. Et John me dit, il faut absolument que tu rencontres mon équipe et tout. Et puis il me présente cette contrebassiste incroyable. Puis on sympathise, on se dit qu'un jour, il faudra qu'on fasse quelque chose. Et on se croise dans un festival et je lui fais écouter. Elle me dit, mais c'est parfait ça. Je dis, c'est parfait. Let's go. Donc elle a posé son solo dessus. Elle a joué. C'est-à-dire dans tout l'album. C'est un peu plus latin là quand même. Mais dans tout l'album, il n'y a pas de basse du tout. Il n'y a pas du tout de basse. C'est le seul morceau où on entend de la basse et c'est elle qui joue. Et il y a un petit côté un peu latino. Mais c'est aussi l'influence latino-américaine. Vous savez que les Libanais, pendant longtemps, émigraient surtout en Amérique du Sud. Donc il y a 6 millions de Libanais au Brésil. Il y a beaucoup de Libanais en Colombie. Shakira est libanaise. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui sont très connus, qui sont d'origine libanaise en Amérique du Sud. Et en fait, on oublie que l'Amérique du Sud est un des endroits où il y a le plus de Libanais, de Libano-Syriens. Et donc, cette influence-là, elle est importante. Moi, la moitié de ma famille est chilienne, par exemple. Mais ça, j'en parle souvent, pas souvent. Et donc, cette partie un peu latino-américaine que j'avais mise en valeur dans un autre album il y a longtemps, avec un titre qui s'appelle Maeva in Wonderland, ou quand j'ai fait Una Rosa Blanca sur un de mes précédents albums qui s'appelle Sens. J'avais envie de l'amener aussi là, dans cet album-là. Et voilà, c'est Fly With Me. Fly With Me, c'est le moment de la promesse. C'est au moment où ils se disent oui dans le mariage. C'est ça, absolument. Alors après, il y a ceci aussi qui célèbre les traditions. Zajal. Le Zajal, c'est une tradition du Moyen-Orient, Moyen-Oriental, un peu d'improvisation, justement, de joute verbale. C'est ça, un peu comme dans le hip-hop, c'est une sorte de battle entre les vieux du village à celui qui va écrire la poésie la plus dingue et puis la chanter, parce qu'en général, c'est un peu les sages du village qui se mettent comme ça, dans une sorte de grande tablée blanche, et ils ont tous une feuille, un crayon, un papier, un crayon, il n'y a rien dessus, et ils inventent du texte en l'honneur de la célébration en question. Et après, c'est ce que je raconte, la différence avec le hip-hop, c'est qu'ils ont un petit verre d'arak, c'est l'équivalent du pastis devant eux, et la poésie au bout d'1 heure et demie, ça part dans tous les sens. Et c'est assez passionnant de les voir faire, parce que c'est vraiment, ça part vraiment dans tous les sens, c'est génial, c'est hyper créatif. Oui, c'est ça. Et voilà. Mais c'est la tradition aussi en Occitanie. Enfin, vous êtes catalan, les troubadours du Moyen-Âge en Occitanie faisaient ce qu'on appelle les tensous en occitan, qui veut dire des duels de chansons comme ça, de joutes verbales en occitan. Oui, c'est ce que j'ai précisé, t'as vu, parce que je sais que le catalan n'aime pas forcément qu'on l'appelle occitan. C'est un peu compliqué. Il a également ça pour finir dans l'album de Ibrahim Malouf.
l'évolution normale des choses, le au revoir arrive toujours à un moment donné. C'est jamais un adieu? Ça n'existe pas, les adieux, Ibrahim? Alors moi, je déteste les adieux, je déteste dire au revoir. D'ailleurs, je dis jamais au revoir. Même pas au revoir? En fait, tu détestes dire adieu ou au revoir aussi? Les deux, moi je dis jamais ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Je déteste ça. Même quand on est en famille, je pars avant que tout le monde parte, je dis au revoir à personne. Mais pourquoi? Je déteste ça, j'aime pas les adieux, j'aime pas les fins de conversation. T'aimes pas les fins tout court? J'aime pas. Des fois, j'envoie des messages à des gens que j'ai pas vu parler, avec qui j'ai pas parlé depuis 1 mois ou 2 mois. Je dis même pas bonjour parce que pour moi, on s'est pas dit au revoir. Et c'est curieux ça. Ouais, je suis un peu. Je sais pas pourquoi. J'aime pas ce truc de l'adieu. Et donc, je me suis dit tiens, il faut vraiment que je regarde la réalité en face, que je fasse ma petite thérapie. Et donc, j'ai composé ce morceau qui s'appelle Au revoir, qui est un peu la fin du mariage, et qui pour moi est une sorte de métaphore. La fin du mariage, c'est la fin. Ouais. Et c'est la fin de la grande célébration qu'est la vie. Et c'est une sorte de revoir très général, très global comme ça. Et j'avais besoin de le faire. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Vous savez, quand je mets des titres à mes albums ou aux morceaux, je sais que je peux parler chacun de mes 19 albums, je peux écrire un bouquin pour raconter ce que chaque truc. Et alors, le terme de Michel-Ange, pourquoi Michel-Ange en fait? Pareil, là je pourrais écrire un tome 2. Alors, Trompette of Michel-Ange, je précise que c'est aussi la marque ouais. C'est un gros machin. Thomas TOMA, ouais. C'est la marque de trompette à 4 pistons que tu commercialises. C'est à la fois un album, c'est à la fois la tournée, le nom de la tournée. Mesdames, messieurs, dans notre salle, vous avez 3 choses. Allez, plus. Il y a la trompette. J'ai donc créé une marque de trompette. Faut pas oublier que je suis libanais quand même. Hein, j'en fais un business tout ça. Voilà. C'est ça. Et donc Trumpets of Michel-Ange, c'est une nouvelle marque de trompette avec le 4e piston. Ouais. Et j'ai créé aussi une académie qui s'appelle l'Académie internationale des trompettes de Michel-Ange, dont les 4 premiers musiciens sont les 4 qui jouent avec moi sur scène. Et j'espère enseigner encore à plein d'autres. Et ce que j'essaie de faire, c'est que je me dis, voilà, si je veux vraiment rendre hommage à mon père, si je veux vraiment lui faire en sorte que son rêve se réalise, de voir tous ces trompettistes jouer, voilà, aller jusqu'au bout du truc, il est vraiment temps que je passe vraiment le relais et que j'apprenne à d'autres trompettistes à en jouer. Et donc je me suis dit, tiens, rien de mieux que de dire à des trompettistes que si jamais ils veulent apprendre, il leur faut cette trompette, donc ils ont qu'à l'acheter. Ouais. Et une fois qu'ils l'ont, je leur donne des cours gratuitement dans cette académie à vie. Business. Et en plus, ils montent sur scène avec nous, ils jouent à tous les concerts que je fais avec ce projet-là, mais qui va durer une bonne dizaine d'années. Et ils montent et ils jouent avec nous. Et donc c'est un peu ça l'idée, quelque part, c'est qu'on arrive à créer une nouvelle école de trompette et il y en a plein, il y a déjà plus de 300 personnes qui ont acheté cette trompette et à chaque concert où on va, il y a des gens qui montent sur scène avec nous qui jouent que je les connais pas. Super, et donc ça veut dire que ça commence. Voilà, et mon père, il est en train de voir ça et là voilà, et il sent que ça y est, là, ça marche. Là, il se dit là, ça y est, mon fils n'a pas tout raté. Voilà, exactement. Ibrahim Malouf est dans le loft avec nous. Également avec nous, Mass Beats. C'est intéressant d'entendre un parcours, celui de Ibrahim en l'occurrence, voilà, vous qui au démarrage du vôtre, voilà, ça donne certainement beaucoup d'enseignements et puis voilà, beaucoup d'envie de vivre plein de choses différentes et aussi d'en tirer du sens de tout ça, parce que c'est important cette notion de sens. On se rejoint sur beaucoup de points aussi. Je me retrouve un peu, je nous retrouve un peu beaucoup. Ce que dit, sur quoi par exemple? Sur les Mass Beats de Perpignan. Il faut aller vivre son rêve, prendre son envol, sortir des codes. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que il faut pouvoir le faire et il faut pas avoir peur, quoi. Et il faut pouvoir s'envoler. Et c'est un peu ce qu'on prône au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Être libre et se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Vous êtes lâcher prise à fond. Je t'en prie. Qui était à l'initiative de ce groupe, alors, les Mass Beats? C'est toi vraiment, Quentin? Ouais. J'ai l'impression que tu es un garçon assez déterminé, toi. Opiniâtre. Pugnace. C'est un taureau. Non, je suis un cancer. Je suis cancer. Je le sens. Qu'est-ce qui te guide, en fait, toi, pour mes amis? Tes amis? Mes amis, ouais, c'est le bonheur de mes amis et en même temps. Tu veux faire plaisir en faisant la musique? Tu veux faire plaisir à tes amis? Ouais, mes amis et les gens et tout. Je veux diffuser au maximum et partager ce moment. Au maximum. Qu'est-ce qu'il raconte ce moment? On le disait, pour faire donner du bonheur, pour faire la fête. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent j'étais pas bien et maintenant ça va mieux. Et ça, c'est le goal pour tout le monde. Mais il y a autre chose derrière en même temps. On fait faire la fête, mais on raconte quelque chose aussi quand même. On raconte quelque chose et on montre l'aventure. Et qu'est-ce qu'on raconte alors? Et on raconte que c'est possible. Peu importe qui nous sommes, c'est possible. Ça rejoint ce que dit Ibrahim. C'est pour ça que je me retrouve pas mal et je retrouve pas mal les gars aussi. Et toi, ton rêve qui te guide, il est lequel exactement? Toi, tu aimerais être une star mondiale? Tu aimerais être qui? Pourquoi pas, mais aller le plus loin possible déjà avec les gens qu'on aime, ça suffit, quoi. Tu joues de la guitare et tu chantes. Cette guitare, elle arrive très rapidement dans ta vie? Tu vas me raconter. On est avec les Mass Beats et on est avec Ibrahim Malouf. On revient juste après ça.
Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Qui reçoit cet après-midi le groupe Mass Beats pour son single I Don't Want To et l'album à venir en 2025, également Ibrahim Malouf pour Trumpet of Michel-Ange. Voilà. Il y a des liens, en tout cas, il y a un lien avec Michael Jackson et Ibrahim qui a, on va en parler avec, qui comment dirais-je, représenté, managé, on va dire, par Quincy Jones en Amérique du Sud, ou en Amérique tout court. Je fais un lien un peu hasardeux, c'est ça, Ibrahim? En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, tu vois. Voilà. Et donc Quincy Jones, Michael Jackson, et il est important dans votre parcours musical, Michael Jackson, les garçons. Vraiment, en fait, on essaye. Je le dis bien, on essaye. Il y a eu on essaye d'enrichir un petit peu toute la musique qui sort. Michael faisait vraiment des grosses harmonies, se prenait la tête sur les chœurs, sur les cuivres, et essayait vraiment d'enrichir au maximum. Et il y a eu beaucoup de musiques qui ont été mises en avant où c'est pas bankable et on veut pas faire comme tout le monde. Et on fait un peu comme Ibrahim et enrichir vraiment tout ça. J'ai vu que tu disais comme de façon un peu presque, non pas surprenante, mais étonnante, que selon toi ou selon vous, dans les 10 dernières années, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui s'est passé en musique. J'ai lu un truc comme ça. Qui ont été mis en avant. Ah bon? Qui ont été mis en avant. Oui. D'accord. Voilà. Il faut dire qui ont été mis en avant. C'est-à-dire que vous pensez que ce qui est mis en avant, c'est pas intéressant? Non, pas du tout. Non, loin de là. Alors je comprends pas. Expliquez-moi. Non. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple de Michael Jackson, c'est ça que vous voulez dire? Oui, en général, j'ai cru comprendre. Surtout, en fait, moi, je disais ça dans le sens où ça a pas été mis en avant, dans le sens où ça n'a pas été promu. Voilà, exactement. Voilà. D'accord, il y a des choses qui passent sous les radars. Tu veux dire, en fait. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui passent sous les radars et qui sont incroyablement bien, et d'autres qui sortent, qui ont été promues et qui ont été incroyablement bien aussi, bien évidemment. Et d'autres, oui, mais ça c'est le lot, malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça. Exactement, carrément. C'est clair. Et c'est pour ça que nous, on a juste choisi cette voie-là finalement, même si on n'est pas mis. Pour ce qui est de Michael Jackson et Quincy Jones, par rapport à tout ça, en fait, nous on s'est quand même inspiré de ça justement pour la composition et tout ça. On allait quand même aller creuser, aller chercher, aller relever un peu, voir ce qui se passait. Bon, sur les autres morceaux de l'album aussi, qu'on n'a pas encore sorti l'album, mais sur ces autres albums, sur ces autres morceaux là justement, on s'est un peu inspiré de tout ça, avec les violons, les cuivres, pour essayer d'aller un peu sur de la funk, disco et tout ça. Ça donne ça à Mass Beats, I Don't Want To.
s'appelle I Don't Want To, c'est Mass Beat. Ils sont avec nous dans ce Loft Music, les Perpignanais, qui reçoit également Ibrahim Malouf. On parlait de chansons un peu sous-estimées qui passent sous les radars. Je vous demande à chaque fois, vous, mes invités, je me comprends, de choisir justement une chanson d'enfance, chanson d'amour, chanson sous-estimée, précisément, voilà, qui mériterait peut-être un peu plus d'exposition. Alors, avant d'écouter le choix d'Ibrahim Malouf, le vôtre, les Mass Beat, c'est ceci. Un groupe de référence pour vous, hein, le groupe de luxe. Quand même, c'est ça. Quand même. Qu'est-ce qui représente ce groupe de luxe et cette chanson Flowers en général? Je vais laisser Quentin répondre à cette question. Évidemment, on s'est partagé les questions. Ouais. Que ça, nous, on les a vus déjà plus jeunes. Donc on a aussi un petit peu évolué avec leurs projets. Et moi, j'ai mis ce titre aussi en avant, qui passe un petit peu du coup sous les radars. Ils font une grosse carrière quand même, ils font énormément de choses. Bien sûr. Mais pour moi, ça mériterait de passage en radio, plus encore. Plus de médiatisation peut-être, c'est clair. J'entends. Le choix de la chanson sous-estimée, version Ibrahim Malouf, c'est ceci. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête. Parce qu'Ibrahim est sensible aux jolies voix, voilà, il y a quelque chose aux voix musicales, j'allais dire, musicales, parce que tu es sensible au texte aussi. Ah, aussi, bien sûr. Mais surtout cette chanson. Quand même, Iseult, d'abord, elle a cartonné, et cette chanson a fait beaucoup de bruit, donc elle a quand même bien existé, mais je trouve qu'on a très vite oublié. C'est étonnant. Ouais, peut-être. C'est pour ça que j'avais envie de la réécouter, enfin qu'on la réécoute un peu. C'est des chansons qui... On est à une époque, en fait, c'est plus par rapport à ça que j'avais envie de réagir. On est à une époque où même quand ça marche pas longtemps. À part quelques exceptions, évidemment, mais globalement, il faut zapper vite. Tu vois, le principe de la playlist, de tout ce qui est plateforme, etc., c'est que c'est de la consommation très rapide. Et alors une chanson comme celle-ci, c'est plus qu'une belle chanson, c'est plus qu'une belle voix, c'est plus qu'une grande artiste. C'est pour moi, Iseult pourrait être représentante vraiment définitivement de la chanson française en France, par exemple, mais dans le monde entier. Ouais, je suis d'accord. Et très vite, on est passé à autre chose. Je trouvais que c'est dommage, c'est assez symptomatique, je trouve, de la manière avec laquelle on consomme de la musique aujourd'hui. Je la connais pas du tout, Iseult, je l'ai jamais rencontré, c'est absolument pas qui je suis ni rien, mais je trouve que c'est cool de... Tu es ici, peut-être. Et ce genre de choses, le rapprochement entre Ibrahim Malouf et la chanson française, il a déjà eu lieu souvent. Ah bah toujours. Et est-ce qu'il il se refera encore, tu penses, vraiment? Il existe tout le temps. Fondamental. Il existe tout le temps ce rapprochement. D'abord avec la chanson. Moi, j'ai travaillé avec énormément de chanteuses et de chanteurs depuis toujours. Depuis Lassa Dessela, Amadou et Mariam, Sting, Elvis Costello. Amadou, c'est la première fois, une des premières collaborations. Une des premières collaborations. Puis Arthur H, Mathieu Chédid, Jeanne Chéral. J'ai fait énormément de rencontres, et puis parfois même dans la chanson française, mais avec des personnes qui ne sont pas forcément chanteurs ou chanteuses, comme Monica Bellucci et d'autres. Donc j'ai toujours aimé le principe de la rencontre autour de la chanson, même si je suis instrumentiste, et que pour le coup, pour rebondir à ce que disait Quentin, et voilà, moi j'ai en 19 albums, les gars, pas une seule fois j'ai été playlisté en radio généraliste sur 19 albums, et ça nous empêche pas de faire des zéniths et des Bercy et des tournées internationales. Alors ça c'est vrai. Dépend du chemin qu'on choisit. Ça c'est vrai. Non mais c'est vrai. Donc c'est pas forcément obligatoire d'être. Voilà, quand t'as un public, j'ai vu des images de ce que vous faites. Je vois que le public adhère et vous suit et vous adore. Parfois il y a même pas besoin. Pardon, Yvan, parce qu'on est ici à la radio, mais il y a même pas forcément besoin d'être playlisté en radio ou d'avoir de la visibilité pour qu'un public nous suive dans le monde entier. Donc en fait, quelque part, on peut presque faire une carrière en faisant complètement fi de ça. Alors c'est vrai que ça peut aider. Je dis pas que j'aurais pas aimé avoir une chanson en playlist, mais on peut faire ça en fait aussi. Et surtout, je sais pas si vous êtes indépendant, mais moi je suis un artiste indépendant à 360. Donc je produis mes concerts, je produis mes albums, je distribue mes albums, etc. Et ça permet d'avoir une indépendance totale et de vivre malgré ça avec une chouette équipe autour de nous. Donc voilà. Mais tout ça pour revenir sur Iseult, que tu dis. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est l'industrie qui est comme elle est. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont sous-estimées. Puis il y a même celles qui sont estimées, mais qu'on oublie trop vite. Et il y en a beaucoup. Et dans la chanson française, je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à la pop internationale, à des choses qui viennent des États-Unis, etc. Alors qu'en fait, en France, on a des chefs-d'œuvre. Celle-ci en fait partie extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant ce que
vous échangez là-dessus justement, qu'on peut créer comme vous le faites avec beaucoup de détermination. Vous avez beaucoup de concerts, plus de 400 dates, et ce public qui s'intensifie, qui se densifie depuis Perpignan. Et c'est important de dire qu'on peut, aux gens qui nous écoutent, qu'on peut réussir sans passer justement à la radio, possible, en fait, et que c'est possible. Et puis aussi réussiir quand on joue la trompette. L'instrument, même avec une trompette, avec une guitare c'est facile, mais merde avec une trompette c'est tu dis ça pour toi Yvan, parce que tu es trompettiste, c'est pour ça que tu dis ça. À 4 pistons en plus, donc tu vois, vous faites de la radio. Il faut être complètement dingue. Il est arrivé Ibrahim, et puis il bouscule les lignes, et puis c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui fait avancer les choses justement. Merci les Masby d'être passés nous voir. La bise à tout le groupe. Merci beaucoup. Et on était ravis de vous accueillir, Scotty et Quentin. Le single I Don't Want To et l'album à sortir en 2025 qu'on aura plaisir à relayer. Merci les garçons. Merci beaucoup. Merci à Ibrahim Malouf d'être passé nous voir également pour ce nouveau opus Trumpet of Michel-Ange. Ibrahim Malouf avec toutes les dates, il y en a partout, c'est une tournée mondiale là, ça rigole plus du tout. Le Japon, il y a la Belgique, c'est moins loin, la Roumanie, Paris, la salle Playel les 6 et 7 décembre, mais c'est complet. Et puis voilà toutes les dates que vous retrouverez sur le site officiel de l'ami Ibrahim Malouf. Merci mon Ibrahim d'être passé. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y avait Julien à la réalisation et Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Sud Radio, la semaine prochaine. Salut. Bisous. Merci beaucoup. I can see the sun.